Dans Sacré Graal, de Terry Gilliam et Terry Jones, le roi Arthur doit faire face au sinistre chevalier noir qui lui barre la route. Quelques passes d'armes plus tard, Arthur lui tranche le bras d'un coup d'épée et pense le duel terminé. C'est sans compter sur la réponse du chevalier noir. « This but a scratch !» Ce n'est qu'une égratignure. En JDR, rendre compte des blessures s'avère quelquefois être un véritable casse-tête. Il faut dire qu'il existe beaucoup de systèmes de blessures différents. Point de vie, palier ou encore narration, ce ne sont pas les méthodes qui manquent. C'est pourtant difficile de trouver un système vraiment complet qui saurait couvrir tout ce qu'on peut attendre de lui. Réaliste mais pas trop injuste, rapide mais pas trop simpliste, varié mais pas trop difficile à interpréter. Voilà, les critères sont multiples et impliquent souvent de faire des concessions. En effet, la gestion des blessures n'est pas une mécanique anodine. Elle conditionne le déroulé du scénario et la façon d'interpréter les personnages. C'est un puissant instrument de tension qui place les personnages face à la mort. Les blessures entraînent aussi de nombreuses conséquences auxquelles il faudra répondre. Convalescence, guérison, séquelles psychologiques et autres joyeusetés sont à considérer. Moi c'est Mathias, et pour éviter l'accident, j'ai une technique imparable. Envoyer PL devant. Moi, c'est Grim. Et quand je perds mon dernier PV, c'est souvent avec un coup dans le tibia, ou parce que PL arrive brutalement dans mon dos quand Mathias évite un accident. Moi c'est PL, et contre les blessures j'ai un super combo. Antiseptique, pansement et bisous magiques. Alors, vous êtes en rate de potions de soins ? Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur les blessures. Se taper dessus, ça peut être marrant, mais il faut aussi en accepter les conséquences. Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, PL, est-ce que tu peux nous faire l'encyclopédie du jour ? Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps d'inventer des bêtises et définitions loufoques pour amuser les encyclopédistes qui nous écoutent. Donc sans plus attendre, blessure. Bon, même si tout le monde sait ce que c'est une plaie, il suffit de prendre les transports en commun au moment où les joueurs d'accordéon donnent le meilleur d'eux-mêmes pour nous mettre Despacito dans la tête. Ici, les blessures sont des systèmes souvent numériques qui permettent de quantifier à quel point on prend cher dans un univers de fiction. C'est bien dit. Les points de vie ou de blessure. C'est l'indicateur, également numérique, de résistance à ces assauts répétés. Parce qu'après Despacito, La vie en rose ou encore Ay se te pego, le seuil de tolérance est largement dépassé et la mort intérieure certaine. PJ, c'est le pauvre gars qui n'a rien demandé et finit par avoir les oreilles qui sifflent. PNJ, c'est l'abominable élément perturbateur avec son violon qui couine et grince, son micro à 2 € qui sature ses morts, ou son accordéon qui émet un son tout droit sorti des enfers. C'est l'abominable musicien du métro. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Les règles, c'est le code de bienséance qui t'empêche d'aller éclater l'instrument du dit élément perturbateur, qui fait que tu choisis d'attendre le prochain métro parce que tu sais qu'il va infliger ça à tous les wagons. Le MJ, IL est la voix qui annonce les périls auxquels tu t'exposes dans ton aventure quotidienne, comme des pickpockets peuvent être présents dans la rame, ou nous sommes retenus à quai, profitez-en pour savourer ce fabuleux air de bignou. C'est quand même une encyclopédie pour Parigo. C'est vrai. RP, IRP, HRP. Bon, RP, c'est le fait de jouer un rôle, on l'a déjà dit. IRP, c'est le rôle que tu joues dans ta tête, quand tu t'imagines être Arnold Schwarzenegger qui défonce un violoniste de transport en commun. HRP, c'est le rôle que tu joues vraiment quand tu mets tes écouteurs et que tu acceptes de souffrir en silence en écoutant Hello Darkness, my old friend. Ah, c'est vrai qu'on rêve tous d'être Arnold Schwarzenegger. En tout cas, c'est un bon nom de PNJ, je trouve. Je suis d'accord, genre le roi des bardes. C'est ça. Je fais un peu peur, cela dit. Des barbardes. Des bardes. Bon, merci pour cette encyclopédie. Donc, on poursuit notre cycle sur tout ce qui est un peu moche dans le JDR. Donc, après la bagarre, la violence, on arrive donc aux blessures, à ce qui pique, à la conséquence de la bagarre et de la violence. Et eh bien, il fait beau, il fait chaud, voilà, on arrive au printemps, et forcément, c'est moi qui commence. C'est quoi le rapport ? J'en sais rien. C'est-à-dire qu'avant, ça annonçait le printemps, maintenant, ça confirme Ouais. le printemps. Voilà, vrai. c'est exactement ça. L'hiver, Grim parle en dernier, le temps qu'il décongèle. C'est parce que j'hiberne, il faut le temps que je me réveille. Donc, moi, je vais commencer par déjà un peu présenter tout ce qui existe comme règles de blessure, hein, puisque c'est vrai que tout ce qui est lié aux blessures de combat, généralement, donc les systèmes de points de vie et de points de blessure pour certains jeux, puisqu'il y en a un paquet, enfin il y en a quasiment autant qu'il y a de jeux, je dis bien quasiment, puisque forcément il y a des repompes, il y a de la reprise un peu partout.
Mais déjà, je vais commencer par parler du système le plus commun de points de vie. C'est le système de Donjons et Dragons. Forcément, on commence par ce qu'il y a de plus connu, de plus populaire. Donc, dans Donjons et Dragons, c'est simple, on a des points de vie qui diminuent à chaque fois qu'on se prend un coup. Et bien, quand ces points de vie arrivent à 0, notre personnage est KO. Donc déjà, ça engendre toujours ce premier défaut qui est il me reste un PV, je me suis pris le fameux coup dans le tibia ou enfin voilà, Fatal, celui-là. voilà, le fatal, je me suis coincé le doigt dans une porte, bim, le personnage est KO à terre. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que notre personnage va être en état de pseudo-mort. C'est-à-dire que si son total il peut continuer à se faire taper, hein, il peut y avoir un ennemi qui s'acharne sur notre perso. Si son total de points de vie, les points de vie peuvent descendre dans le négatif jusqu'à un total égal à notre maximum de points de vie positif. Si ce total est dépassé, on meurt instantanément. Autrement, à chaque round, on va faire un jet de dés. Un jet de résistance. Si ce jet est réussi, on a une réussite. Si ce jet est raté, on a un échec. Et si on cumule 3 réussites ou 3 échecs, donc pas forcément consécutifs, hein, si on cumule 3 réussites, on va regagner un point de vie et se réveiller. Si on cumule 3 Ce n'était qu'un petit rêve voilà. anodin. C'était pas grand-chose, finalement, on était juste un peu sonné. Mais comment ça, tu t'emmènes les pieds dans tes boyaux? Mais pas du tout, relève-toi mon garçon. Et par contre... Mais je me suis coincé le tibia dans la porte. Non. Attends. Non. C'est pas comme... non. Ça pourrait être ça, presque. Un peu violent, cela dit. Et sinon, si on cumule 3 échecs, eh bien, c'est le décès. Donc, c'est assez compliqué de décéder de cette façon-là. Enfin, c'est pas instantané, puisque il suffit d'avoir quelqu'un qui a des bons soins dans le groupe ou quelqu'un qui a des petites potions et ça sauve la vie. Mais je parlerai des soins un peu après. C'est le système le plus basique. Ça a été réutilisé dans les Chroniques oubliées, par exemple. Forcément, ça reprend beaucoup de Donjons et Dragons. Et l'avantage, au moins, c'est que c'est simple à comprendre. On voit cette barre de PV diminuer qui nous fait un repère constant. Et on sait que quand on va arriver à 0, ça va devenir compliqué. Par contre, ça crée ce truc de en fait, au moindre coup, finalement, on peut tomber au sol et être complètement KO, même un coup finalement pas très fort. Et c'est vrai que ça crée un déséquilibre un peu étrange et surtout un certain manque de réalisme, on va dire. Enfin, de toute façon, le principe des barres de points de vie, c'est comme dans les jeux de combat. À la fin, c'est le petit coup de pied dans les talons qui nous fait perdre ce dernier point de vie. C'est le coup rapide qui te fait gagner voilà, c'est ça, c'est le petit coup rapide qui fait perdre la game. Donc, c'est l'un des premiers qui a été créé et ça se comprend parce que c'est simple. Après, il y a une des premières variantes un peu connue et pas mal utilisée, c'est la notion des blessures critiques, donc qui est utilisée dans Alien, dans Star Wars, dans Warhammer, hein, puisque quand même, faut qu'on le mentionne à un moment. Ces belles pages. Voilà. De grande littérature. C'est exactement le meilleur JDR de tous les temps. Oui, bien sûr. Dans Warhammer Fantasy, dans tous les Warhammer d'ailleurs, Warhammer Fantasy, mais même dans les 40 000, et dans tous ces jeux-là, donc il y a un système de blessures critiques, c'est-à-dire que quand on a un nombre de points de vie qui sont un peu... en fait, ces points de vie, c'est un peu notre seuil de blessure tolérable. Donc on peut perdre des points de blessure, mais ça va... D'ailleurs, oui, dans Warhammer, ils appellent ça des points de blessure et pas des points de vie. Voilà. C'est histoire de marquer la différence. Voilà, c'est ça, c'est la subtilité qui change tout. L'originalité. C'est ça. Et c'est vrai que donc c'est vraiment nos points de blessure, c'est vraiment les blessures acceptables. C'est bon, c'est pas grave, ça va guérir. C'était pas trop violent. Par contre, si on tombe à 0 point de blessure, à partir de là, le moindre coup qu'on va prendre est une blessure critique. Et donc, on va arriver sur une magnifique table aléatoire des blessures critiques. Festival de la connerie. Voilà, c'est toujours un grand moment, puisque cette table aléatoire, elle est un petit peu énervée. Surtout quand ça commence à être les blessures à la tête. Bon, c'est un peu... Et un petit peu aléatoire, un petit peu trop aléatoire aussi. Un petit peu trop aléatoire. C'est-à-dire que sur un résultat faible, on se prend une blessure, mettons, au bras. Sur un résultat assez faible, on va se prendre une entaille, en gros, quelque chose d'un peu... c'est désagréable. Une entaille critique, attention. Voilà, mais c'est une entaille critique. Ouais. Mais on va pas... c'est pas la mort non plus, voilà, ça se soigne. Par contre, si ça devient un 99 ou dans ces eaux-là,
Là, c'est le membre arraché, on tombe au sol ou on meurt de l'arrachage du membre, ou alors le membre est brisé. Et bon, peut-être que ça pourrait être réparé, mais c'est pas gagné. Mais franchement, on n'y croit pas, ouais. Alors, on n'y croit pas trop. Et régulièrement, enfin, dans beaucoup de systèmes comme ça, quand on se prend des blessures critiques, quand on se prend une blessure critique, il va y avoir un autre palier qui va se mettre en place. Il faut recompter des points. C'est-à-dire que on va avoir une blessure critique. Donc, ce qui veut dire à la prochaine blessure critique qu'on se prendra, on mettra plus 10 au jet de dés. Et ça augmente comme ça. Donc, bon, forcément, c'est vrai que plus on se fait taper le bras, plus on a de chances de le perdre. C'est assez cohérent. Mécaniquement, jusque-là. ça se tient. Hein. Voilà, mais bon, le problème, c'est qu'on peut le perdre dès le début. Et là, on se dit, tu fais comment après ? Oui, mais plus 10 sur quoi, du coup ? Voilà. Tu peux plus te faire taper au bras droit. Après, ce sera directement le corps. Réaliste. Réaliste. Voilà. Bah non, l'adversaire, il voulait viser le bras. Il fait comment, là ? Franchement. Il arrête le combat. Trop déçu, il n'y a pas de bras droit. Donc voilà, ça se veut un peu plus réaliste, on va dire, cohérent. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu déséquilibré quand même, parce qu'il y a toujours... c'est le défaut des systèmes de points de vie. En même temps, là, c'est très vite, on peut se retrouver à se prendre une blessure assez fatale ou assez tragique. Et c'est vrai que autant dans un univers de science-fiction comme Star Wars ou Warhammer 40 000, un bras en moins, ça se remplace. Voire même plutôt bien, voire ça devient carrément une arme ou un truc très stylé. Un avantage. Mieux, quoi. Ça peut devenir un avantage. Parfois, c'est même un petit peu trop un avantage. Tous les PJ s'amputent au début. C'est ça. Mais par contre, dans un univers de fantasy, une fois qu'on a perdu un bras, on a perdu un bras. Je sais que on en parlera aussi plus tard, mais il y a des solutions, mais c'est pas vraiment des solutions. C'est pas vraiment des solutions. On est plutôt sur la jambe de bois de Long John Silver qu'autre chose, quoi. Ouais. Mais si, moi j'aime bien. C'est sympa. Mais oui, ça change un peu, quoi. Mais oui. Non, mais puis ça représente quand même Tu disais qu'effectivement ça se voulait un peu plus réaliste, mais ça pose quand même problème. C'est-à-dire que jusqu'à temps que tu épuises tes points de blessure et donc que tu te trouves dans les dégâts critiques, c'est comme si tu pouvais te prendre des beignes invraisemblables sans qu'il y ait aucune conséquence d'ailleurs à ces dégâts-là. C'est-à-dire que les dégâts peuvent être tout à la fois, je sais pas moi, un coup à la tête avec une épée à deux mains. Si tu n'épuises pas ton total de blessure, il se passe rien. Oui, c'est vrai que c'est assez étrange. On va dire que les points de blessure, c'est aussi... je pense que ça... On peut voir ça comme un potentiel d'esquive minimum. Genre, on s'est pris un coup à la tête, mais au dernier moment, on a suivi le mouvement, on a réussi à s'écarter On a suffisamment. perdu que 3 mèches de cheveux, finalement. Voilà. Ça va. Peut-être une 4e, allez. Allez, quand c'est vraiment grave. Ou alors, on a une goutte de sang qui va commencer à perler au niveau du front. Là, c'est très shonen dans l'esprit. Donc voilà, c'est encore une autre éventualité. On va dire que c'est un peu une évolution du système de Donjons et Dragons, puisque c'est quand même pas mal utilisé. Après, il y a un autre système que j'aime bien, parce que ça m'a marqué. Alors, il y a 2 jeux dans lesquels je l'ai vu. Il y en a un dans lequel c'est très bien fait, et il y en a un dans lequel c'est très très mal fait. Devinez. Voilà, je vous laisse deviner. De quoi on parle. Petit teasing. Il y a des mechas dans le jeu. Je reste subtil. Neon Genesis Evangelion ? Non. Ah, si, seulement. Gundam JDR. Ah, ça pourrait être sympa. Non, déjà, je vais parler de celui où ça se passe bien. Donc, c'est Monster of the Week. Donc, jeu... il y a des mechas ? Non, il n'y a pas de mechas. Donc, jeu powered by the Apocalypse. Donc, là, c'est assez simple. Déjà, dans la mécanique de combat, ça va assez vite. C'est-à-dire que quand on fait un jet de dés pour attaquer un adversaire, il y a 3 paliers de réussite au jet de dés. Enfin, il y a 3 paliers au jet de dés. C'est échec, semi-réussite, on va dire, et réussite complète. Donc, en cas d'échec, on se prend un coup. En cas de semi-réussite, chaque personne se met un coup. Et en cas de réussite totale, on met un coup à l'adversaire. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours des dégâts qui circulent à un moment ou à un autre entre l'adversaire et nous, ce qui rend déjà le système de combat beaucoup plus dynamique. Oui. C'est beaucoup plus fluide, donc c'est toujours pas du combat cinématique, Merde, mais c'est quand même plus vivant et c'est quand même plus vif. Et donc, nos points de vie sont découpés en 2 parties. Donc déjà, tous les personnages joueurs ont le même nombre de points de vie, ils ont tous 7 PV, ce sont tous des êtres humains. Jusque-là, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas des disparités aussi énormes que tu joues barbare et toi tu joues mage, donc forcément en tant que mage, t'es fragile. Pourquoi, je sais pas, ça pourrait être un mage qui aime beaucoup la muscu. C'est vrai. Ah bah oui, on a vu ça dans Mashal. Voilà, exactement. Voilà. C'est important d'aimer la muscu apparemment.
Mais bon, ça évite ce genre de disparité. Et donc, ces 7 points de vie sont découpés en 3. D'abord 3 points de vie et ensuite 4. Donc, c'est un système de paliers. C'est-à-dire que sur les 3 premiers points de vie, ce sont des blessures négligeables, justement. Donc, ça va toujours être des blessures un peu légères. Dès qu'on atteint le 4e point de vie, ce sont des blessures graves. Et donc, ces blessures vont empirer avec le temps. Ça veut dire que tous les X temps, avec un maximum de 24 heures, donc c'est au choix du MJ en fonction de la blessure, on va perdre un point de vie. Et c'est surtout des blessures qu'il faut soigner assez rapidement parce que sinon ça peut s'aggraver. Enfin voilà, c'est des blessures qui deviennent assez vite graves. Là, je trouve qu'on commence à atteindre quelque chose de vraiment qui fonctionne bien. C'est-à-dire que, à partir du moment où on se prend une grosse baigne, de toute façon, on va perdre nos 3 premiers points de vie. On va arriver au 4e et à partir de là, c'est forcément grave. Et en dessous de ça, forcément, c'est des blessures un peu minimes. En sachant qu'aussi le système de points de blessure tient compte des blessures qui font 0 dégâts. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que quelqu'un qui se jette sur nous, même s'il nous va pas nous blesser finalement, parce que c'est une vraie blessure de perdre un point de vie, il va pas nous blesser, il va quand même se passer quelque chose, il va nous bousculer, nous pousser, nous faire tomber, enfin voilà, il peut se passer des choses et ça tient compte de ça finalement, donc je trouve ça intéressant. Ouais, du coup c'est pas une blessure mais c'est un changement d'état mis numériquement en tant que 0 blessure. Ouais. Ouais. Mais c'est ça intéressant, implique quelque chose. Mm. Et ça montre aussi que même si notre armure, puisqu'on peut avoir des armures qui réduisent les dégâts, si notre armure amène les dégâts à 0, c'est vrai que techniquement, même avec un gilet pare-balles, quand on se prend une balle dans le torse, ça coupe la respiration, on est quand sonné, même, on est sonné, Mm. ça se passe pas quand même super bien. C'est comme se prendre un énorme coup à cet endroit, enfin dans le torse, c'est pas très fun. Mais bon, ça c'est quand ça fonctionne bien, quand c'est bien fait. Et maintenant, préparez-vous à avoir les oreilles qui grincent. On va parler Attention. de mon jeu préféré, Cthulhu Tech. Et là, c'est un autre niveau. Donc, on a toujours ce concept de palier, mais déjà, on détermine un nombre de points de vie en rapport avec nos caractéristiques. D'ailleurs, c'est comme dans Donjons et Dragons, on additionne plusieurs caracs pour obtenir notre nombre maximal de points de vie. Donc, mettons que on joue un pilote de mecha qui a 10 points de vie. Donc, dans la réalité, il n'a pas 10 points de vie, il en a 50 parce que ce total est multiplié par 5 puisqu'on a des états. Donc il y a l'état indemne, l'état égratigné, et ça dégénère jusqu'à l'état blessé mortellement. Moi j'aime bien, létal. Voilà. moi, j'aime bien l'état gratiné personnellement. C'est Il est bon, celui-là. Justement, Il est bon, ouais. on va parler de ça chaud un et peu après. croustillant. On va parler de choses qui ont ce genre d'état alors que c'est un peu incompréhensible. Mais j'y arrive. Donc ce qui veut dire qu'on a nos 50 PV qui vont être divisés par 10 et donc au début on est indemne, ensuite on va avoir 10 points de vie dans égratignure, ensuite dans blessure légère, blessure modérée, blessure grave et mourant. Voilà, c'est ça le dernier stade. Donc dans l'idée c'est sympa puisque plus ça va descendre plus on va avoir des malus, donc jusqu'à blessure légère tout va bien, mais à partir de blessure modérée on va commencer à avoir des malus de caractéristiques. À partir de blessures graves, ça va être forcément... Non, à légère, on commence à avoir un petit malus de carac. Et donc jusqu'à au moment où on est mourant, où on a encore des points de vie parce qu'on n'est pas forcément mort, justement. Mais par contre, on est inconscient, mourant ou dans un coma éventuel. Bon, là, c'est un peu plus chaud quand même. Hein. Ouais. Limite, le seul truc que tu peux faire, c'est simuler le bruit du mec en train de rêver ou en train de ronfler. Voilà, c'est ça. Un gros méca arrive sur toi, qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Je dors, je suis dans le coma, donc... Je fais semblant d'être mort. Bon. tu le fais vachement bien. Bon, déjà, si dans ce jeu, le système de dégâts n'était pas complètement flingué, ce serait une bonne idée, puisqu'en soi, c'est plutôt pas mal d'avoir des états comme ça. C'est très réaliste. C'est plutôt bien. Ça fait beaucoup de points de vie, mais justement, c'est un peu le problème. C'est comme on joue avec 50 D10, les dégâts, ils peuvent aller on peut se prendre 5 dégâts sur une grenade, comme 50 d'un seul coup. Donc déjà, ça veut dire qu'on peut soit rien avoir, soit mourir instantanément. C'est un peu dommage. Ça dépend si le mec a bien préparé sa grenade, il y a assez de poudre dedans ou pas. C'est ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire sur un jet touché sans prendre en compte forcément le rayon. Oui, sur un jet touché, oui, ça peut bouger énormément. Super. Donc déjà, ça donne une amplitude qui est un peu trop large et même si on a beaucoup de PV, donc heureusement ça rend le truc un peu mais moins non, je punitif, sais. Ça fait plus de dégâts si t'es allergique à la poudre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est évidemment. C'est ça. C'était donc ça. On aurait dû y penser, mais ils l'ont pas écrit dans les règles, c'est dommage. Donc bon, déjà, ça rend le truc un peu moins fonctionnel. Ensuite, il y a ce truc d'état, il fonctionne aussi pour les armures pour les mechas. Donc c'est assez intéressant, mais ça occasionne autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des armes de poing, enfin presque, qui font des dégâts de structure. Donc ça fait des dégâts aux mechas.
Là déjà ça devient un peu plus violent, mais du coup un point de structure ça équivaut à 200 points de vie. Donc putain. déjà un être, ou 50 je sais plus, mais bon un être humain qui se prend ça globalement ça se passe très mal. Ouais. L'explication très, très du mal. Marseillais, tu sais, c'est 200. Bon, ok, 50. Non mais c'est très important. Donc à la limite, bon forcément n'importe qui se prend un tir de lance-roquette en pleine tête, c'est sûr que ça se passe pas très bien. Le problème c'est quand il y a la fameuse classe des grenouilles ninja, enfin des tigers là, les symbiotes, ces trucs là, ils font des dégâts de structure, sauf qu'ils sont à échelle humaine et qu'ils sont censés se battre aussi contre des êtres humains, et là ça devient complètement débile. Ah oui. Et bon voilà, ils ont une résistance aussi un peu abusée. Mais bon, ça rend le jeu, voilà, ça rend tout ça un peu bizarre. Qui peuvent mettre des claques à 200 dégâts à leurs homologues. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Sympa. C'est cool. Non mais bon jeu. Hein. C'est bonne ambiance. Et ce qui est pas mal aussi, en lisant les règles, j'étais un peu scotché, c'est que, est-ce que vous saviez qu'une table a 2 points de vie? Je pense que c'est très important de savoir qu'une table peut avoir un état mourant. Ah bah, Elle tout saute un peu comme ça. ouais, c'est ça. Ah, partez sans moi. Mais regardez, on peut pas la laisser ici. Cette belle Je me table. suis cassé le pied. Billy Voilà. l'étagère. Je te retrouverai. Donc voilà, donc jusque-là, normalement c'est pour faire des indicateurs de dégâts pour donc il y a les portes et les fenêtres, et les portes blindées et les fenêtres blindées, mais ils ont aussi mis les tables et les chaises. Bon, Blindé. bah non. Malheureusement, La elles n'ont pas. discrimination. Elles n'ont quoi. pas le droit à ce statut. Donc voilà, je pense que ça fait. Voir une table mourante, ça fait mal au cœur à tous les ébénistes en herbe. Mais bon. Moi ça me fend le cœur personnellement. Avec Touloutech, le jeu qui déteste les ébénistes. Quoi. Voilà, c'est ça. Ah là là. Qui déteste beaucoup de personnes. qui déteste beaucoup de monde, moi en premier. Qui déteste les joueurs de JDR. Les rôlistes. Non, c'est vrai que mais c'est dommage parce que de toute façon, Touloutech, c'est le crève-cœur ultime. Ça part d'une bonne intention, mais ça marche pas. Et là, ça marche vraiment pas. Mais bon, c'est. On va se prendre des procès au cul. Gars. Non, mais Oh non, une V2 qui arrivera un jour, je crois. Oui, en puis c'est développement. communément admis, je crois, de toute façon. Oui, globalement. On n'invente rien. Hein. Je sais pas s'il y a beaucoup d'adorateurs de Touloutech, sinon, expliquez-moi. Écrivez-nous, vous savez que vous pouvez nous écrire. Hein. Ah, On répondra pas, mais vous pouvez écrire. moi, je serais ravi d'échanger avec quelqu'un qui a joué avec Touloutech et qui a réussi à trouver comment faire marcher le jeu bien. Par contre, il va falloir être convaincant quand même. Ah, là, va falloir y aller. Et après, il y a une dernière proposition. Donc, en gros, dans tout ce que j'ai retenu, c'est que Monster of the Week, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve d'assez convaincant et qui fonctionne vraiment, en fait. Bon, aussi bien dans le cadre du jeu, parce que c'est aussi ça, il faut que le système il fonctionne dans le cadre du jeu. Typiquement, Donjons et Dragons, c'est un truc où on a des potions de soins, on a des choses qui permettent de remonter les PV. Enfin, ça joue beaucoup, ça bouge beaucoup. Donc, en soi, c'est pas si dérangeant que ça, que ce soit pas hyper réaliste et tout, parce que le jeu est déjà un peu over the top. Oui. Voilà, il y a ce côté over the top dans D&D quand même, qui est volontaire. Oui, et puis tout est construit autour de ça. Il y a les classes de soins, il y a les potions de soins, tout fait que ça fonctionne. Ouais. Mais après, il y a une autre catégorie de jeux. C'est ceux qui n'ont pas de points de vie, donc qui fonctionnent entièrement au roleplay ou presque. Donc j'en ai surtout retenu 2, c'est Cthulhu Dark que j'aime beaucoup aussi. Cthulhu Dark, le concept c'est assez simple, même s'il y a des variantes de règles qui ont été créées pour rajouter un peu de combat. La règle de base, c'est si vous rentrez dans un conflit, c'est de l'horreur Lovecraftienne. Si vous vous retrouvez face à un truc qui vous veut du mal, de toute façon, vous êtes déjà foutu. C'est en gros la vie ou la mort, il n'y a pas d'entre-deux à ce stade-là. Par contre, il y a la folie, mais on en parlera un peu plus tard en parlant d'autres types de blessures. Et il y en a un autre, c'est Dune. Et là, j'ai trouvé ça marrant parce que c'est vrai que ça colle parfaitement à l'univers, même si on n'appelle pas ça des blessures, mais des inconvénients, enfin quelque chose comme ça, quoi. Des complications. Des complications, c'est exactement ça, C'est ça, c'est des c'est vrai. complications. On appelle ça des complications. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. T'as pris combien de points de complication? Oula. J'ai Voilà, marché avec- sur une mine, il y a eu quelques complications. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est orienté très politique, donc notre personnage va pas se retrouver forcément dans une situation de combat ou de conflit. Et s'il s'y retrouve, c'est vrai que vu l'univers et vu la létalité des combats, c'est pareil comme Cthulhu Dark, la vie, la mort. Et l'entre-deux, c'est qu'on a une grosse complication. Mais bon, c'est le futur, tout est possible. Ouais. Bon, je crois qu'ils font pas trop repousser les membres quand même, mais faut pas Non, mais déconner. bon, c'est la valeur de l'individu, quoi. Ouais. Le terme est adapté, du coup. Et de l'épice. Oui, Et voilà. d'épices.
Et enfin, je voulais parler rapidement des systèmes de soins, puisqu'il y a tout un tas de choses qui sont prévues dans pas mal de jeux. Bon, la plupart, c'est quand même des compétences de médecine, ou dans les jeux contemporains, aller à l'hôpital, dans les jeux médiévaux, c'est aller chez le rebouteux du coin, ou le chirurgien barbier, enfin voilà, ces choses Le chaman. un peu inquiétantes, souvent inquiétantes. Après, il y a les potions de soins, c'est pareil. Oui, On en voilà, il parlait. y a cette notion de potion de soin que je trouve même toujours, même si je trouve que c'est toujours un poil abusé, Ouais. je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, ça dépend de la campagne et aussi de l'environnement de jeu, mais je trouve que c'est intéressant quand on veut un peu pousser le réalisme de limiter la présence de ces potions de soin, d'en faire un item qu'on trouve pas comme ça, qui a une vraie propriété magique et qui est donc marquante aussi et qu'on va pas cramer. Ou tout alors bout de d'en changer la propriété, de dire ok, vous achetez des potions de soin et en fait c'est un vieil alcool tout pété. C'est un peu comme Astérix avec sa potion magique, en fait c'est un vieux truc d'alcoolique. Ouais. Tu deviens complètement accro. Ouais, ou alors C'est c'est ça. de la potion de soin, mais ils ont oublié de préciser que c'est juste du sirop pour la toux, quoi. Exactement. Mais du coup, ouais, peut-être y mettre un inconvénient. Une complication. Y mettre complication, une ouais. complication, oui. Justement, tu peux devenir addict. Les effets peuvent réduire au fur et à mesure que tu en Ouais. prends. Ce genre de choses, ça peut être intéressant aussi pour pas trop favoriser l'idée qu'on puisse se soigner de tout et n'importe quoi juste avec une lampée. Oui, voilà, en cumulant de- dans notre sac et de à grenadine, l'infini, ouais. Mm. Et mais par contre, dans D&D, il y a un autre système de soins qui est assez, pour le coup, pas évident, mais assez intéressant. C'est-à-dire que nos personnages peuvent se reposer. Évidemment, ils peuvent guérir des blessures comme ça. Donc, si on prend 1 heure à ne faire aucune activité physique, on va regagner des points de vie. Et si on prend un repos long, on peut commencer à dépenser des dés de points de vie. Donc, on va regagner déjà en prenant un repos long la moitié de notre total de dés de PV. Puisque notre nombre de dés de points de vie correspond à notre niveau. Et ensuite, on peut dépenser ces dés de points de vie pour regagner de la vie en plus grande quantité qu'en se reposant 1 heure. Bon, le truc, c'est que je trouve ça toujours un peu bizarre de se dire bah, j'ai pris cher, mais il me reste plus beaucoup de PV, mais du coup, je vais utiliser que 1 ou 2 dés de points de vie. Genre, je vais guérir, mais Mais pas tranquillement, quoi. Un peu. Un peu, voilà. C'est bon, tu te calmes mon métabolisme, là, s'il te plaît. Ouais, c'est Tu me très soignes bizarre. trop bien là, je suis pas bien Ah avec oui, ça. non, là, parce qu'après, tu vas moins bien me soigner. Bon, voilà, je me soigne mal aujourd'hui pour mieux me soigner demain, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Oh, putain. Et là tous les étudiants ou les médecins qui nous écoutent en PLS sont en mode oh là là, mais qu'est-ce qu'il dit Comment ça, une journée de repos et tu te soignes d'un bout de cuisse en moins? C'est Oui. pas possible. Non. Ouais, c'est des- vrai que là, Ouais, c'est un peu à bizarre. expliquer. Ouais, c'est. Enfin, au niveau cohérence, c'est toujours un peu bizarre. Mais bon, sinon, c'est vrai que les systèmes de soins, c'est toujours un peu plus simple, hein. C'est bon, on guérit la blessure, voilà, on récupère quelques points de vie, puis ça finira par revenir. Les blessures graves, ça prend un temps de convalescence, évidemment, mais on en parlera aussi après, puisque de toute façon, toutes ces blessures, il faut les interpréter. Eh oui, c'est la difficulté. Parce qu'il y a quand même effectivement, tu parlais sur Cthulhu Dark notamment d'interprétation RP de la blessure. Alors c'est vrai que ça aussi, c'est l'un des grands systèmes, c'est finalement la blessure RP, la blessure narrative. Donc ça, c'est vraiment un système que nous, on a tendance à privilégier par souci de réalisme, qui a évidemment ses défauts, mais aussi ses qualités. Donc les qualités, je viens de le dire, c'est notamment le réalisme. C'est finalement, le MJ va décrire la blessure, le coup reçu, et ça crée une forme d'incertitude qui oblige finalement le joueur à se rendre compte lui-même et à jauger la gravité de sa blessure. Il n'y a pas d'indicateur numérique, il n'y a pas de PV. Et donc, bah, évidemment, on n'est pas médecin, donc il va falloir jauger à la description la gravité de la blessure subie, et donc à ce moment-là, prendre ses décisions en fonction de ce qui nous arrive. Bon, ben là, j'en ai quand même pris une belle, est-ce que je continue de me battre Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, je viens de repenser à un truc qu'on disait la dernière fois sur la violence. Le fait d'avoir des descriptions toujours plus gore, toujours plus détaillées. J'ai l'impression que ça aide justement dans ce genre de cas d'avoir plus de descriptions et d'utiliser des mots plus ou moins graves, plus ou moins indicateurs d'un Ouais. truc dégueu pour dire ouais là vraiment la situation elle est pas top quoi. C'est vraiment grave ce qui se passe. Exactement, c'est un indicateur de gravité. On va développer ça un tout petit peu après, mais c'est exactement cette voie-là, à mon avis, quand on joue sur ces systèmes-là, c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Choisir ses mots et décrire convenablement.
Le défaut, naturellement, comme il n'y a pas de repère numérique, il n'y a pas de PV, on est dépendant finalement de la description du MJ et de ce qu'il va fournir. Donc comme tu dis, PL, si il y a un choix de mots pauvre ou peu varié ou mal jaugé, ça peut donner des indications qui sont trompeuses dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas imprécises pour le moins. Et puis c'est toujours subjectif, donc là encore, comme il n'y a pas de valeur numérique, à part celle que le MJ applique quand il fait ses petits calculs, finalement, est-ce que tous les joueurs, tous les personnages, toutes les blessures sont traitées à la même enseigne ? On n'en sait rien. C'est le défaut du système, on va dire. Mais ça n'empêche que, quel que soit le système choisi, les règles de blessure, elles ont vraiment un impact sur la façon dont on va devoir interpréter nos personnages, parce que peu importe le système qu'on applique, les blessures reçues par nos persos ont des conséquences sur notre jeu, forcément sur la façon dont on va les interpréter. Donc finalement, même dans un système avec des PV très basiques à la D&D, même si on joue un sac à PV, il y a un moment où on va commencer à se dire il me reste que 5 PV, il faut que je fasse attention, là mon perso il commence à être amoché, quoi. C'est ça, et donc il faut, si on le joue en tout cas, si on est dans une optique de vraiment de le jouer, de l'interprétation, il va bien falloir le rendre, ce truc-là. Donc la question se pose aussi. Et jouer les blessures RP, franchement, c'est tout un art. Et d'un côté, on va avoir ceux qui en font des tonnes et qui hurlent dès que leur perso prend une gifle. Et de l'autre, on a ceux qui ont tendance à oublier qu'ils se sont fait péter le bras il y a un quart d'heure. Il y a 2 écoles. Il n'y a pas d'entre-deux. Non, il n'y a pas d'entre-deux. J'allais dire, il y a une 3e école cachée, un jutsu secret, qui est le jutsu de la réussite. Et la réussite, c'est d'une telle interprétation, ça se fonde comme souvent sur la mesure et la discipline. C'est pas compliqué, on prend les extrêmes, les trucs un peu ridicules et on essaie de se placer au milieu. Globalement, ça devrait marcher. Je vais gueuler, mais pas trop fort. Voilà, et pas trop longtemps, surtout. Et pas trop longtemps, et me dire que bon, ok, si je me suis fait couper un bras, on va attendre, un quart d'heure, ça ira mieux. Au bout d'un quart d'heure, ça devrait aller. C'est ça. Ça repousse tout seul, ces mais petits trucs-là. Ça va. Oui. Puis t'as mal au début, après tu sens rien, tu t'habitues. Non alors. La douleur n'est qu'une information. Donc la première question qu'on peut se poser quand il va s'agir d'interpréter une blessure, ça va être de se demander effectivement, tu l'amorces PL, combien de temps est-ce que je dois jouer ma blessure ? Combien de temps est-ce que je dois jouer la souffrance ? Aïe aïe aïe, ça fait mal. Jusqu'à ce que tout le monde autour de toi soit saoulé. Oui, voilà. C'est bon, on a compris maintenant. Mais j'ai mal. Ta gueule. Bon, on peut se dire que ça dépend avant tout de la gravité de la blessure, d'une part, et aussi, d'autre part, et c'est là où il y a un petit peu un cercle vicieux qui va s'installer, la décision du MJ, parce qu'on va attendre le sacro-saint et libérateur. Bon, ouais, c'est bon, ça va un peu mieux maintenant, tu peux arrêter de hurler. En fait, le risque, c'est vraiment ça, c'est évident, on l'a un peu singé, mais plus ça dure, plus ça devient redondant. Parce que, évidemment, le mec, si on imagine déjà qu'il jauge un peu mal la blessure et qu'en plus, il s'arrête pas d'en faire des caisses. Je peux plus lever le bras. Mais enfin, t'es blessé aux jambes. Ça se fait que... Bon, ça peut poser 2-3 problèmes. Mais je compense avec le haut du corps. Voilà, c'est ça. Non, mais la douleur s'étend. T'es pas dans mon corps, tu sais pas. Ok. Bref, à force d'exagérer, tout ça peut devenir effectivement pénible, non seulement pour soi, parce que c'est pas forcément sympa de jouer ça c'est aussi une question qu'on pourra traiter plus tard, mais c'est pareil, le sujet du deuil, c'est un peu délicat à jouer sur la longueur en tout cas. Et là, c'est pareil, avec une blessure à interpréter, combien de temps ça dure avant que ça devienne imbuvable ? Il y a des situations très concrètes, des blessures très concrètes qui vont avoir des effets évidents à interpréter, mais qui sont, pour le coup, douloureux à jouer. Je pense à une partie où l'un des PJ s'était fait quasiment étrangler à mort. Par souci de réalisme, le joueur a commencé à parler avec une voix comme ça, complètement étranglée, mais en fait, il s'est niqué la voix, quoi. Oui, il s'est fait mal à la gorge. Voilà, et puis on comprend l'intérêt que ça peut avoir de jouer cette séquelle, mais en fait, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Alors qu'il suffit de dire comme les jambons cuits. Voilà, bon, c'est exactement. C'est quand même pas simple. Et on a compris. Une question, on vous fournit la réponse. Après, il faut toujours trouver des situations où tu as besoin de parler de jambon cuit, mais... Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais dans ce genre de cas où la blessure, elle devient vraiment lourde à jouer, lourde à interpréter, en général, ce que j'aime bien faire, c'est de passer assez rapidement par un petit HRP qui va permettre de dire très bien, tu as joué ta blessure,
ton état est clair. Voilà, t'es content, blabla. Voilà, on est tous continue. contents. Maintenant, tu arrêtes tes conneries parce que ça devient insupportable. Non, mais la blessure, elle est connue et il n'est plus nécessaire forcément d'aller à ce degré-là d'interprétation. Il y a aussi autre chose. L'interprétation, c'est pas que la voix. On l'a déjà dit plein de fois, mais la descrit, c'est important. Une petite phrase qui dit mon perso s'exprime avec une voix éraillée, rauque, sifflante. Bon, bah, tout le monde comprend, quoi. Et il n'y a pas besoin de leur dire à chaque phrase. C'est un état, quoi. Ou il boite de la main droite et puis voilà. On a compris. Quoi. Toujours pareil. Mais voilà, donc des petits pare-feux qui permettent d'éviter d'alourdir toujours plus le moment RP. Faut pas oublier que la limite du réalisme, c'est quand même, pour moi, hein, en tout cas tel que je le conçois, c'est le plaisir du jeu. Dès que on sacrifie le plaisir par souci de réalisme, un peu trop, c'est plus la peine, je pense, de s'infliger ce genre de choses. C'est pas l'interprétation des blessures, c'est pas non plus inné, comme on l'a dit, surtout dans les systèmes narratifs. C'est le MJ qui doit quand même décrire convenablement les blessures et les effets que produisent les blessures. Des vertiges passagers, une douleur au poignet et autres. Mais c'est par ces indications, par une gradation dans les mots, comme tu disais PL tout à l'heure, qu'on va transmettre l'information au joueur et donc lui donner les clés qui vont lui permettre d'avoir une interprétation réussie. On ne peut pas tellement en vouloir aux joueurs d'exagérer leur interprétation si on se contente de dire « t'as pris un coup dans la gueule, t'as mal ». Bon, bah, c'est bien trop vague comme info. Ça donne pas suffisamment d'idées du degré de douleur et de la façon dont il faut la jouer. Donc là, Au pire, tu lui montres comment ça fait HRP, il va comprendre. Hein. voilà, c'est ça. Mais attends, Ça peut devenir tragique. j'ai mal comment ? Bah attends, la joue. Attends la jambe là. En fait, il faut pas hésiter à donner des échelles de douleur connues ou en tout cas acquises par plus ou moins tout le monde. Alors, c'est pas toujours facile. Hein. Je conçois que quand on se fait labourer le bide à coups d'épée, c'est difficile de donner un équivalent. Faut rester un petit peu honnête. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Mais je sais pas, je vais donner un exemple assez précis. Mais les PJ se promènent en pleine jungle et là, l'un d'entre eux prend une fléchette dans le cou, donc il ressent une vive piqûre. Et bah, on pourrait, par exemple, pour donner une idée de la douleur, comparer ça à une piqûre de guêpe. Ça parle à tout le monde. Moi, je me suis jamais fait piquer par une guêpe. Menteur. Non, je te jure. C'était ma confession. Je peux te dire que c'est c'est dans ces cas-là où d'ailleurs c'est une des seules fois où tu vas insulter la mère d'un insecte, d'un animal globalement. Ça, je veux bien le croire. Le reste du temps, ça arrive pas souvent. Bon, Alors qu'on respecte les mamans, hein, évidemment. Évidemment. Donc, c'est une échelle de douleur qui parle à tout le monde sauf à Grimm, mais il peut y avoir tout un tas d'échelles. Je suis victimisé. Complètement. Il y a tout un tas d'échelles de douleur du quotidien. Le classique petit doigt de pied, l'orteil dans le coin du meuble, tout ça. Bref, toutes les blessures ne sont pas des blessures horribles et létales, et donc on peut les rapprocher de douleurs que l'on connaît. Tu prends un coup d'épée. Imagine un coup de doigt de pied dans une. Mais x10. Bon voilà, et j'ajouterais surtout que pour répondre à cette question de durée, il faut aussi faire un peu confiance au MJ. Ça ne sert à rien d'insister toutes les 2 secondes. Et là, je vais mieux, pour savoir si effectivement notre bras qui s'est plié selon une position anatomique peu naturelle s'est remis. Il faut attendre, faire confiance au MJ qui va dire quand l'état s'améliore. C'est le contrat aussi. Le MJ est supposé quand même donner des indications sur le rétablissement, Ouais, sur tenir au courant. l'évolution en tout cas. Et pour ceux qui auraient tendance de l'autre côté du spectre à oublier leurs blessures, ils les oublient vite, d'ailleurs plus vite que celles qu'ils infligent à leur adversaire. C'est ça qui est assez marrant, c'est que dans un sens, là il faut... Ou alors c'est inversement proportionnel à l'idée que plus tu tapes, plus tu oublies parce que tu penses à autre chose. Tu penses à taper, du Mais coup. c'est ça, tu te vides la tête toujours. Ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as quand Et même... celle de tes adversaires. c'est ça. Ouais, mais t'as quand même perdu tes 2 bras là. Ouais, mais t'as vu ce que je leur ai mis. J'y vais avec les dents, je m'en fous. On y revient au Chevalier Noir. Exactement. Non, mais c'est une satire parfaite parce que c'est vraiment ça en fait. Bon là, faut arrêter d'abuser, hein. C'est évident, encore une fois, on fait un peu confiance au MJ. S'il y a un oubli, si vous sentez que ça fait trop longtemps et que vous vous demandez une indication, à un moment donné, il faut arrêter d'entreprendre des actions complètement débiles, qui ne sont pas du tout raccord avec les blessures qu'on vient de subir. Même si vous êtes mal à l'aise avec l'interprétation d'une blessure donnée, que vous ne savez pas forcément le faire, je veux dire, là, c'est le b.a.-ba de la compréhension, que si vous subissez une blessure, quelle qu'elle soit, s'il y a des indications incapacitantes, a priori, vous savez ce que vous pouvez faire et ne pas faire. On n'a pas tellement besoin de vous le préciser, normalement.
si vous prenez une flèche dans le genou, typiquement, et que vous êtes le premier à charger dans la mêlée, il y a un problème. Voilà. Voilà. Oui. Et Normalement, après- vous arrêtez d'être un aventurier. Voilà. J'allais le dire, putain. Exactement. Bon, un truc de MJ, si vous êtes un peu fatigué et que vos joueurs négocient ou zappent leurs blessures en permanence malgré les rappels, parce qu'il faut quand même être bon prince et rappeler, non, ça vient d'arriver là, tu ne peux pas brandir ton épée à bout de bras alors que on t'a tranché les doigts, c'est pas possible. Malgré les rappels, donc Mais si, avec mon moignon, je peux faire. Si je mets mes 2 moignons comme ça. si vraiment ils exagèrent et que ça devient répétitif, bravo. Il va falloir que je cut. Pourquoi? Je crois que quand je me suis lancé sur les moignons, non, ça va plus. Ça va plus, ouais, on va cutter les moignons. Ouais, si vraiment ça devient répétitif, Non, mais c'est déjà le cas. Ah merde. donc si vous sentez que c'est un peu trop répétitif malgré les rappels, vous les laissez entreprendre leur action. Et puis, vous décrivez à quel point ils se foirent lamentablement à cause de leurs blessures qu'ils n'ont pas suffisamment considérées. Voilà. Parce qu'après tout, ça peut être une façon de jouer, de penser qu'on est capable de tout, malgré les horribles blessures qu'on vient de subir, et que, malgré l'évidence, on se voile la face et on y va quand même. Oui, parce que c'est de la fiction et que tout est permis. c'est et ça. Bon. Et à ce qu'on a moment-là, tendance à très vite oublier que quand on s'est pris le petit doigt de pied dans la table basse, on a tendance à mettre de la glace sur son petit doigt de pied, à avoir mal pendant 10 minutes et C'est ça. oublier tout le reste. Et à se Complètement dire que tu veux frustré. plus jamais faire de sport de ta vie parce que ton pied est détruit. Enfin bref, c'est ça. Quand on te dit ça va, et que t'es là, non, laisse-moi. je suis en pleine introspection. Donc tout ça nous mène gentiment avec la question des blessures graves. Parce que oui, évidemment, les estafilades, les coups à l'estomac qui vident l'air de vos poumons, etc., etc. Il y a d'ailleurs un cheminement bizarre avec les organes, mais peu importe. Tout ça, c'est pas bien méchant, c'est pas difficile. Le nerf de la guerre, c'est à partir du moment où la blessure devient grave. C'est la question épineuse. Parce que, par définition, plus elle dure, plus elle va être handicapante pour les personnages. Et là, on vient dans les problèmes classiques, ceux qu'on abordait un petit peu dans la violence. PL faisait un rappel tout à l'heure. Si le MJ se lâche un peu trop sur l'étendue de la blessure et que là, ils nous font des scènes super graphiques, spectaculaires, avec jet de viscères, voilà, ça tâche. En oubliant qu'il y a un joueur derrière. Voilà, exactement. D'une part, effectivement, ça prend pas forcément en compte la sensibilité, bien que ce soit des questions qu'on puisse traiter Avant d'avoir commencé voilà, en amont. la session quand même. Hein. Mais au-delà de ça, au-delà de ce cas de figure-là, le problème, c'est que bien souvent, il faut bien prendre en compte que ça va empêcher le MJ de provoquer certaines situations, à moins qu'on accepte que le perso meure dans la foulée. Je vais donner un petit exemple. On retrouve Gontran, Becky et Romuald. Ils errent depuis des jours dans les bois de la perdition. Ils sont perdus en fait dans le bois de la perdition. Ils sont épuisés et les vivres viennent à manquer. Mais comme ils approchent du but, la hutte de la terrible sorcière n'est plus très loin. Ils approchent du boss. Ça va, ils tiennent le coup. Notre groupe tombe dans une embuscade et là Romuald il s'en prend une par un bandit. Le MJ il décide que Romuald il se fait péter la rotule droite et qu'il se fait les ligaments croisés en prime. Là, si derrière notre cher MJ, là, il nous lâche une meute de 35 loups affamés qui tombent sur nos pauvres PJ accablés et que la seule solution raisonnable, ce soit par conséquent la fuite ou grimper au sommet des arbres, ça revient à mettre à mort Romuald. Bon, c'est pas grave, on remplace par Becky que t'as oublié et puis tout va bien. Non, Becky était Non, là, enfin. mais elle était planquée. Elle était en embuscade de l'embuscade. Voilà, c'est exactement ça. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la description et dans les conséquences des blessures, il faut peut-être être un petit peu mesuré sur ce qui se passe réellement. Et je suis pas en train de dire qu'il faut trahir les gestes. Je suis pas en train de dire que des dégâts élevés, il faut donc le traduire par une blessure légère. C'est pas ça. Mais si on est un peu trop précis, un peu trop dans le gore, ça a des conséquences quand même immédiates, quoi. Et donc, il faut assumer derrière. Et ça, c'est pas toujours facile, voire c'est pas toujours prévu. On a déjà assisté à des scènes où des MJ décrivent un truc bien fiers d'eux, la description est sanguinolente à souhait, et sans prendre en compte ce qui se passait tout de suite derrière dans le scénario. Ah oui, mais merde, mais en fait, vous pouvez plus courir. Bah ouais. Ah vous êtes mort. Bah ouais. Bon, dommage. Oui, c'est un peu dommage. C'est ça. Puis ça enlève en plus, au moment d'une vraie blessure qui devrait être grave, ça la minimise à mort. Ça la minimise, effectivement. Donc il faut éviter de développer ce réflexe-là, réserver ça pour des moments peut-être qui s'y prêtent. Je dis pas qu'il faut pas le faire, encore une fois, je dis qu'il faut être mesuré, être bien sûr de son coup, en fait, je pense. Voilà, les blessures graves
et extrêmes, elles doivent quand même être pensées avec leurs conséquences et sur le long terme. C'est pas juste je décris un truc super stylé et on passe au round d'après. Ça se passe pas comme ça en fait. Il y a des suites. C'est pas seulement le résultat d'un bon jet ou une belle description. Il y a toujours des conséquences. Les blessures graves, ça débouche invariablement sur les membres en moins. Le moment qu'on adore. Ouais, souvent. Voilà, Obligé. ça c'est le nec plus ultra de la blessure grave, c'est l'amputation. Et encore une fois, il y a Le ça- nec plus ultra. C'est Tu vas nous vendre une marque ou c'est Ouais, comment c'est ça. c'est vrai, bah, c'est que je vous dis, avec blessure extrême, satisfait ou remboursé. Non, mais vraiment. Satisfait ou démembré? Satisfait des membres. Non, mais c'est vraiment certains MJ n'y résistent pas. Voilà, ils adorent faire sauter quelques doigts, les yeux ou toute autre partie, voire un peu tout en même temps. Souvent sans trop prendre en compte, là encore une fois, que y a un joueur derrière, il y a un mec qui va retrouver son perso. Ah bah Non, non, ça là, va il va plus il va plus le retrouver là. Non, en kit. Grenade. Voilà, c'est ça. Donc, les persos en kit, c'est sympa 2 minutes, mais après, c'est quand même compliqué. Sauf si tu joues un Monsieur Patate dans un jeu Toy Story. Voilà, mais ça c'est un cas d'utilisation très très précise. Non, mais c'est-à-dire que ces cas de figure, c'est pas seulement une lubie, c'est-à-dire que c'est couvert par les règles. Comme a dit Grimm tout à l'heure, il y a des tables de blessures critiques avec des belles descriptions, des fois que on manquerait un petit peu d'inspiration pour décrire à quel point les molaires, les dents, et puis toute la mâchoire saute. Et ben voilà, là on vous donne 2-3 lignes, puis vous faites un peu à votre sauce, quoi. Hein. C'est quand même rarement une partie de plaisir pour les joueurs. Là encore, je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis qu'il faut être mesuré. Le but, c'est pas de faire une collection, d'avoir un personnage qui, lui, il a tellement pas de peau avec ses jets de dés que, et puis au jet de dés des Qu'il a plus de adversaires, peau. qu'il a plus de peau du tout, exactement. Voilà, il n'a C'est même horrible. plus la peau sur les os, il n'a plus que les os. Non, mais enfin, en fait, c'est pas marrant, quoi. En tant que MJ, il faut quand même toujours se poser la question avant de faire subir ce genre de choses aux joueurs. Voilà. Il y a des cas de figure où une mutilation, enfin la perte d'un membre, c'est le point culminant d'un passage particulièrement dramatique. Pourquoi pas exemple, je sais pas moi, Jaime Lannister dans Game of Thrones, le meilleur épéiste de Westeros, quand il se fait couper sa main directrice, c'est terrible parce que là, le perso perd de son sens, il doit se réinventer, etc. C'est intéressant, mais ça a quand même des conséquences hardcore sur le développement du personnage. C'est super important, quoi. Oui, mais en même temps, ça a des conséquences aussi bien négatives que positives Bien sûr. sur sa façon d'être. Donc en soi, oui, c'est un ressort scénaristique important. Exactement. Mais heureusement qu'il s'est pas fait couper un membre à chaque saison, quoi. Voilà, Ouais. exactement. C'est toujours une question de mesure et de choisir l'instant, quoi. Parce que à force d'exagérer comme ça, c'est aussi un coup à dégoûter tout le monde. Et je disais tout à l'heure, la limite au réalisme et au sadisme, c'est quand même le plaisir de jeu. Et il y a aussi des jeux ou des règles qui prévoient que ce soit des jeux un peu absurdes ou très hardcore, où tout est super mortel et létal. La moindre blessure, c'est toujours horrible. C'est peut-être prévu comme ça dans le jeu, mais c'est loin d'être le cas. Et je pense que les descriptions et les traductions des blessures sont souvent très exagérées par rapport à ce que ça pourrait être, et qu'on on peut faire ça un peu mieux d'une façon générale. C'est pas forcément conseillé, personne n'a envie d'avoir un perso et qui lui manque tout. C'est pas cool. Tu joues le chevalier noir de. Ouais, c'est Voilà, ça, c'est c'est fini ça. par jouer le chevalier noir de Monty Python. Mais après le combat contre Arthur, du coup. Bon, là encore une fois, ça peut valoir le coup de se mettre d'accord avant la session. Attention, là on attaque une campagne ou un jeu où les blessures arrivent très vite, elles sont vite très graves. Est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas? Là c'est pareil. Enfin, c'est pas le but avec ces trucs-là. C'est pas, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose que de vouloir prendre ces joueurs par surprise. C'est pas, c'est des choses qui ont des conséquences vraiment trop importantes et il vaut mieux clarifier les choses avant de jouer, quoi. Oui, bah après aussi, tu le sais. Il y a des cas où tu sais clairement à quoi tu t'exposes parce que le jeu, tout le monde sait que ça va forcément mener vers un truc de merde. Genre, Oui. un Cthulhu Dark, ok, il n'y a pas spécifiquement de point de vie, mais tu sais que tu vas jouer pour prendre cher, quoi. T'es pas. Oui, c'est un jeu orienté quand même horreur et qui a un moment où t'es pas trop là pour. T'as pas de garantie d'être encore vivant à la fin, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, ça favorise. Enfin, en tout cas, il y a des univers qui favorisent moins les campagnes à long terme. Et du coup, si ton personnage n'est pas voué à évoluer Bien sûr. sur le long terme, forcément que tu vas pouvoir te permettre un peu plus de liberté et lui mettre des taquets C'est clair. à gauche à droite, quoi. Encore faut-il le dire.
Parce oui, qu'il y a ça, plein c'est- de jeux et de campagnes qui démarrent sans que toutes ces choses soient bien posées. Et donc, on a quelquefois des attentes qui sont différentes. Après, il y a aussi un truc où où tu vas pas dire bon, ok, je veux lancer une session JDR et bon, vous allez tous mourir, hein, mais ça va être chouette. Non, 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 mais tu peux dire, non. comme tu dis, Cthulhu Dark, voilà, c'est une campagne one-shot, il y aura 2 sessions, donc c'est pas axé sur l'évolution forcément des personnages à très long terme. C'est un univers où la terreur psychologique est omniprésente, la peur, le surnaturel, ça finit rarement bien. Bon, bah voilà, là on est là pour vivre une histoire, développer une histoire et au moins c'est clair, c'est dit quoi. Mm. Mais pas ah non, vous allez voir, c'est un jeu d'aventure, c'est super, et puis 2 sessions plus tard, ah, je te fais péter les dents, la gueule, le nez, couper les mains. Ah ouais, Tu deviens d'accord. traumatisé à vie et puis Voilà, c'est pas Ok. cool. Et là, c'est plus trop l'aventure. Non, c'est plus génial. Donc voilà, modération, juste dosage et tout devrait bien se passer. Un dernier point quand même sur la convalescence, parce que comme je le disais, les blessures, notamment les blessures graves, ont des conséquences et des implications, notamment sur les questions de convalescence. Une blessure, a priori, en tout cas vraiment dans la façon qu'on a de jouer, nous, d'une façon narrative, elle va induire une certaine immobilité, un temps de repos, de convalescence qui peut être proportionnel à la blessure, si on considère que bah voilà, il n'y a pas des potions de soins à tous les coins de rue, s'il n'y a pas forcément de soigneurs disponibles, bref, ça peut prendre du temps et donc ça peut provoquer une forme de parenthèse, si on veut, dans le déroulé du scénario. C'est à prendre en compte. Ça a aussi trait à la compo du groupe, hein. Ça dépend, alors ça existe dans tous les jeux, mais plus ou moins tous les jeux, mais il y a forcément des classes de soins, mais il y a des compos, il y a des groupes où il n'y a pas forcément de soigneurs. Donc il va falloir anticiper ça quand on applique des blessures vraiment très handicapantes. C'est des choses qui sont importantes. Bah ça, j'ai l'impression que ça peut aussi comment dire, modifier le relief et la timeline de manière générale, où tu te dis, ok, bon, il y a pas, justement, il n'y a pas de soigneur, ben, on va peut-être faire en sorte qu'entre tel et tel moment important de l'histoire, ben, ils puissent aller dans une ville où il y a potentiellement des soigneurs, où il y a... Enfin, Oui, oui. oui, mais Mm. du coup, tu es obligé d'y réfléchir. Mais ça fait changer le rythme, du Voilà. coup. Ouais. Exactement. Ça implique forcément une modification de tempo et effectivement d'ordre scénaristique. Et donc ça, il faut bien l'anticiper, il faut le prendre en compte. Ouais, il faut tenir compte de ces trucs-là. C'est vrai que finalement, on parle de perdre des points de vie, mais en regagner, c'est souvent des parties beaucoup plus petites dans les bouquins de règles. Et c'est vrai qu'on n'en tient pas forcément compte, alors que c'est très important. Mais il y a aussi d'autres types de blessures. Justement, on a un peu entamé les blessures psychologiques en parlant de jeux d'horreur. Mais Et oui, tout à fait. Et pour traiter ce sujet, bah, je me suis plongé dans les tréfonds de certains livrets de règles. Parce que c'est au détour de quelques pages sur les combats cachés dans les listes d'équipements ou parmi les effets secondaires des magies les plus dévastatrices qu'on trouve toutes sortes d'informations passionnantes concernant d'atroces maladies ou des infections purulentes et autres empoisonnements mortels. Parfois, les créateurs, ils ont même prévu un petit inventaire de prothèses où, voilà, si jamais tu as une ablation, on prévoit le coup. je crois qu'on parlait un peu de ce genre de truc tout à l'heure. Ouais. Bon, dans tous les cas, chaque univers de jeu, il va de sa petite singularité et c'est assez intéressant de les noter. Donc, je vais prendre pour exemple les livrets de règles de base de 2 monuments de JDR, Donjons et Dragons 5e édition et Warhammer V2. Évidemment. Évidemment. Donc, dans D&D, on commence parmi les équipements d'aventuriers. On a donc des fioles de poison, accès à des fioles de poison. Et du coup, la description, c'est poison. Vous pouvez utiliser le poison de cette fiole pour couvrir une arme tranchante ou perforante, ou jusqu'à 3 munitions. Donc, concrètement, chez Wizard of the Coast, 3 pointes de flèche, ça pompe autant qu'une hallebarde. Ouais, bon. Bah, la superficie en métal, c'est pas à peu près la même. Ouais, voilà, Ouais, c'est ouais, ça. Vache près, ouais. Appliquer le poison prend une action, ok. Une créature touchée par une arme ou une munition empoisonnée doit réussir un jet de sauvegarde de constitution de difficulté 10. Bon, à ce stade-là du livret, on sait toujours pas ce que c'est un jet de sauvegarde. Ça, c'est un des grands trucs de D&D, hein. Son ordre d'écriture qui est très bizarre. Oui, mais c'est bien, on découvre des choses. Ouais. J'adore. On comprend ce qu'on a lu 100 pages plus tôt. C'est ça. Au bout d'un moment. Ah, tiens, c'était donc ça. Ou alors, on peut prendre un des 4 points de dégâts de poison. Voilà, une fois appliqué, le poison conserve son activité 1 minute avant de sécher. Paie ton poison, quoi. Voilà, maintenant on sait qu'on peut faire du ciment à prise rapide avec du poison. Exactement. Mais bon, te dire que t'as dû te farcir 200 pages avant de trouver la définition du jet de sauvegarde et pour 1 minute d'activité, bon, ça valait pas trop le Un coup. peu triste.
Un peu plus loin dans la rubrique environnement, on a toutes les autres causes de dégâts, à savoir une des plus importantes selon Donjons et Dragons, chuter. Donc tomber d'une grande hauteur est un des périls les plus communs auxquels les aventuriers vont faire face. Bon, si vous le dites. À la fin d'une chute, une créature reçoit 1 des 6 points de dégâts contendants pour chaque 3 mètres de chute, jusqu'à un maximum de 20 des 6. Donc apparemment, la distance critique avant de mourir d'une chute, c'est 60 mètres. Quoi. Ça veut dire que sauter du premier étage de la Tour Eiffel, c'est gérable. Ça va. T'es pas sûr de mourir à la fin. Ça se fait. Ça se Ouais, fait c'est easy. franchement, moi je tente. Donc, bon, le livret, il parle également de suffoquer comme cause de mort ou de blessure. Donc, on tombe à 0 point de blessure après une certaine limite de temps basée sur l'endurance. Et autre élément que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'on ne peut pas mourir à cause d'un manque de nourriture ou d'eau. Bah, par contre, il préconise des petites bases. Nourriture, 500 grammes par jour. L'eau, 4 litres. 4 litres, les aventuriers, c'est des putains de barriques, quoi. Bref, et encore, il te précise, s'il fait chaud, il faut le double. Voilà. Bref. Et on retient quand même que le pactage de base d'un aventurier, c'est 10 repas, donc en gros 5 jours. Donc ça veut dire 20 litres. Donc on a déjà 20 kilos de flotte sur le dos. Sans compter la bouffe, donc bon. Il y a aussi un paragraphe sur les types de dégâts, mais qu'ils soient élémentaires, physiques ou psychiques, il n'y a pas d'effet qui perdure, en tout cas pas décrit dans le bouquin. On est sur du pratico-pratique, les blessures de combat avec des armes ou des sorts, c'est du dégât direct, et puis basta. Ensuite, dans Warhammer, le fameux, dès le deuxième chapitre, on nous met dans l'ambiance. Parmi les caractéristiques, dont le sacro-saint carré, force, endurance, agilité, intelligence, on nous rajoute une petite coquetterie. La force mentale. Et là, ça sent les troncs. On sait que c'est une carac spécifiquement pour résister à des blessures psychologiques, on va passer un sale moment. Et ça se confirme avec La folie. les points de folie, exactement. Yes. Et le livret nous dit, cette caractéristique représente le statut de la santé mentale de votre personnage. Les PJ débutent avec 0 point de folie, mais ils peuvent en acquérir en cours de partie, à la suite d'expériences traumatisantes ou de souffrances particulièrement insupportables. Au secours. Bon. C'est vrai que Warhammer, on nous dit bien qu'on va morfler quand même. Ah oui, mais tout du long, c'est que ça. Ils prennent quand même soin de préciser que votre MJ vous en dira davantage sur cet aspect du jeu. Autrement dit, si tu sais pas pourquoi tu pleures, lui... Ouais, j'ajouterais d'ailleurs un truc juste sur les points de folie. C'est vrai que du coup, au bout de 7 points de folie, en tout cas dans la V2, je sais plus dans la V4, mais ouais, on obtient, on gagne, par quelle chance, Oh, une le folie. cadeau. Voilà, une folie, donc qui dépend des conditions dans lesquelles on a gagné nos points de folie et tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça crée un truc assez particulier, puisque pendant longtemps, j'ai joué un fanatique, et pour passer en carrière avancée, donc flagellant, il faut avoir une folie. Du coup, ça veut dire qu'il faut un peu s'auto-infliger des saloperies, en sachant que par défaut, le fanatique, c'est une des carrières de base qui a le plus de force mentale, donc qui a le plus de chances de résister à la folie. Donc c'est vrai que ça crée une espèce de dissonance un peu étrange. C'est quoi ton gameplay? L'automutilation. Yes. Trop bien. Mais bon, c'est un truc, heureusement... j'avais un MJ sympa, n'est-ce pas Mathias, qui m'a laissé avoir une folie avant d'atteindre les 7 points de folie. Et oui, si on peut faire plaisir. Tu sais. C'était tellement cool. Tout ça pour que je puisse monter de carrière. Les joies du traumatisme. Voilà. Bon, en tout cas, un peu plus loin, on sent que les gars, ils ont prévu le coup. Quand on arrive aux compétences et talents, on a la résistance à l'alcool en compétences de base. Voilà, et un système de résolution des effets de l'alcool bien détaillé dans la rubrique ivre-mort. Donc, allant de j'ai vu qu'une chope ou deux, monsieur le garde, à vous vous évanouissez dans votre vomi pendant 1 des 10 heures jusqu'à ce que quelqu'un vous réveille. Voilà. Donc ensuite, il y a les préparations de poison en compétences avancées, la torture, compétences avancées, et bien évidemment, dernière de la liste, mais pas des moindres, ventriloquie. Bon, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai comme compétences avancées. Ensuite, dans la liste des talents, là je fais une grosse liste, mais c'est juste que je note pas mal de choses qui m'ont fait tiquer, qui sont liées aux manières de recevoir des blessures en dehors des combats classiques. Mais c'est juste qu'il y en a qui sont vraiment très marrantes et qui montrent aussi quelle est la volonté des créateurs en général.
Donc là, par exemple, dans la liste des talents, pour nous rappeler que le danger est partout et qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne dérouillée, tu as la résistance à la magie, la résistance au chaos, la résistance aux maladies, résistance au poison et un talent qui s'appelle Saint d'Esprit pour augmenter sa résistance à la magie et au chaos, parce que jusque-là, ça ne suffisait pas. Quand on continue, dans la rubrique équipement, on a un petit encart nommé Mourir de faim. On adore. Il y est écrit: un personnage dans la misère peut passer 3 jours avant d'être obligé de faire un test d'endurance assez facile. En cas de réussite, vous vous serrez la ceinture et vous survivez un jour de plus. Si vous échouez, vous perdez un point de blessure. Bon, simple, efficace, réaliste. Mais c'est pas fini. À chaque jour qui passe après le 3e, le test d'endurance augmente d'un cran jusqu'à atteindre le maximum. Après le 7e jour, vous perdez automatiquement 1 point de blessure par jour jusqu'à ce que vous soyez mort de faim ou que vous vous alimentiez. Ah, ils ont bien mis l'option mourir de faim en premier. Sympa, non? Ouais. Et ça empire après, mais on a compris l'idée, donc j'irai pas plus loin. Enfin, ma rubrique préférée, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont les prothèses et les colifichets. Ouais, super. Ou comment pallier les désagréments esthétiques d'une rixe sanglante. Donc, les gars, ils ont vraiment tout prévu. Bandeau oculaire, crochet, fausses dents, la fausse main, l'œil de verre. Il y a même un nez en or. Alors, la classe. Ouais, j'adore. Et la descrit, c'est... On raconte que l'obscur forgeron nain Skald Halfenhammer avait créé la première prothèse nasale après un accident impliquant de la poudre et une bougie récalcitrante. Fameux. S'il avait choisi le plus noble des métaux, l'or, rares sont ceux qui peuvent se permettre ce luxe de nos jours. Sans déconner. Bon, Skald, c'est quand même le premier MC du peuple nain. D'autres trucs sympas aussi, je cite... les gourdins à pointe et les épées acérées ne sont pas les seules causes de mortalité du monde de Warhammer. Ah bon ? Chaque jour passé dans le vieux monde apporte son lot de périls, comme les incendies, les asphyxies ou la maladie. On les regroupe sous l'appellation collective de dégâts naturels, et les pages qui suivent sont consacrées à leur résolution. Les dégâts dus au poison, que l'on pourrait aussi considérer comme dégâts naturels, sont traités au chapitre 5, l'équipement, que j'ai skip parce que c'est vraiment dégueulasse. Et c'est comme la description des maladies, pour n'en citer que les noms, il y a la fièvre du pied purulent ou alors la pourriture de Nightglish. Oh, c'est mignon ça. C'est... Ouais. Non mais c'est bien ce jeu, non? Oui, non, mais il est très bien c'est ce complet, jeu. C'est juste que de toute façon dès le début on te fait comprendre que ouais tu vas morfler, ça va pas bien se passer. Ah oui, c'est ça. Et puis à ça, tu peux additionner 10 pages bien remplies sur les folies et leurs effets, ainsi que des rappels permanents tout au long des 260 pages du livret, au chaos, ses effets, divinités et héros. Bon, en tout cas, on peut noter des points communs dans les univers de Medieval Fantasy, comme je disais, et c'est plutôt cohérent avec les contextes géopolitiques et historiques dépeints. Des époques de guerre où l'assassinat était monnaie courante, des temps reculés où médecine et normes sanitaires n'étaient pas des acquis socio-culturels, donc en bref, c'était pas mieux avant. Ouais, bon, voilà. Je crois que c'est clair. Ouais. Et il existe également des jeux dont l'ambiance se base entièrement sur l'impact psychologique de l'environnement sur les joueurs, comme les dérivés de Cthulhu, Sombre, La peur comme au cinéma, Culte et série Boot, ou encore Channel Fear. Mais n'ayant que 20 000 euros de budget par mois avec échec critique, j'ai pas pu me les procurer pour en avoir les détails. Ouais, c'est vraiment dommage. Budget serré. Ouais. Peut-être qu'on arrête de tout cramer avec les jets privés aussi. Pour les voter. Exactement. C'était donc ça. Donc, de mon point de vue, l'utilisation de blessures autres que celles infligées directement par des armes dépendent essentiellement de notre style de jeu. Pour les plus hardcore des gamers, avoir un maximum de détails pour ajouter du réalisme au sein du jeu, c'est primordial et ça se respecte. Se contraindre à une baisse de stats pendant 5 jours pour un rhume attrapé suite à une forte pluie, c'est réaliste. C'est contraignant mais réaliste. Faire un test d'endurance à chaque ronde d'un combat pour savoir si les petites béros qu'on a mangées à 4 heures, elles nous filent la chiasse et grignotent nos PV à petit feu, c'est faire preuve d'une dévotion certaine quand même. Ça peut mettre de l'ambiance dans un combat de boss aussi. Oui, c'est D'un sûr. seul coup, ton ventre se met à gargouiller très fort et tu es pris de crampes d'estomac. Oh putain. Ça rythme la partie. Donc, comme pour beaucoup de paramètres inhérents au JDR, il y a parfois des cas un peu spéciaux qui ne sont pas explicitement écrits dans les règles sur les combats, blessures et effets de l'environnement sur les joueurs, ou alors qu'on occulte volontairement parce qu'on ne veut pas surcharger le gameplay. Mais ça reste une façon de jouer tout à fait valide et même davantage respectueuse des règles pour être tout à fait honnête. Seulement, on l'a déjà dit, les règles c'est une aide, donc elles sont pas absolues et parfois s'en écarter, ça peut être bénéfique pour pas alourdir l'expérience de jeu. Mais ça, comment est-ce qu'on le gère à long terme ? Je dirais qu'il faut tout d'abord en parler entre joueurs, MJ et PJ confondus, et savoir si oui ou non tout le monde est prêt à incorporer ces éléments dans les parties à venir.
Aussi, c'est peut-être pas nécessairement utile de prendre tout ça en compte de façon systématique. Ça peut très bien faire l'objet d'une session ou d'une campagne basée sur, je sais pas moi, l'opposition avec une guilde d'assassins pour les poisons, la fuite d'une région touchée par la maladie et d'autres choses de ce style-là. Je pense que c'est important que tout le monde se répartisse les tâches pour que tout ça garde de sa cohérence. Voilà, pour que les PJ puissent se concentrer sur le RP, le MJ il peut se charger de faire le compte des points de blessure s'il y en a, ou des éventuelles séquelles. Il ne doit pas hésiter à rappeler les effets à long terme d'une exposition à un risque de ce genre et les utiliser intelligemment sans que ça sonne comme une punition pure et simple. Un peu comme des malus, par exemple. Par exemple, des malus, que ce soit de stats, que ce soit sur des phases de RP où on dit j'aimerais faire ça, où on explique les actions qu'on fait et dire ok, tu tentes de faire ça, mais dans cette situation-là, tu as un petit désavantage parce que ci, parce que ça. Et voilà, ça peut se régler tout simplement en étant vigilant et bienveillant et juste en rappelant les choses, quoi. Comme pour la monture qu'on oublie à la taverne, hein, plus penser à notre quinte de tout incessante pendant une mission d'infiltration, ça fait tâche. Ouais. Tu m'étonnes. Donc le plus pratique, ça reste encore de s'accorder sur tous ces petits détails et rester vigilant pour ne pas casser le RP avec des oublis dont on se rappellera après coup en disant « Ah mais mince, je pouvais pas faire ça pour telle ou telle raison » ou alors « J'aurais dû mourir après ce coup parce que j'avais pris un point de blessure à cause du repas que j'ai sauté ». Enfin, ce genre de choses, c'est dommage. Donc en conclusion, vouloir incorporer tous les aspects du jeu, ça part d'une bonne intention, c'est sûr, hein, mais il faut pas oublier qu'on peut oublier. Enfin, on n'est pas des machines, quoi. Ouais, c'est un truc dans le style. C'est vrai que c'est, de toute façon, sur un bouquin de règles de 300, 500 pages, on peut pas tout mettre, quoi. Il y a un moment, puis de toute façon, l'aventure, faut qu'elle ait le scénario, faut qu'il ait une direction, faut qu'il ait... on peut pas commencer à rajouter les maladies, les poisons, les combats, les explorations de donjons. C'est vrai que sinon c'est un peu lourd, ou sinon c'est une aventure qui s'étend sur 10 ans à raison d'une session par semaine. On essaye de tout mettre, et je sais pas comment les persos font pour encore être vivants à la fin, quoi. Je sens le tacle. Ah non, non, justement, parce que t'as pas tout mis, et il y en a un qui est encore vivant depuis le début. C'est vrai. Et c'est déjà beaucoup. C'est vrai. Bon, j'avoue que moi aussi j'aurais pu rester vivant plus longtemps si j'avais pas fait n'importe quoi. Mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Après, oui, c'est sûr que si tu passes ton temps à essayer de rajouter les petits détails en te disant « Ah ouais, tu dors à la belle étoile », et t'attrapes un rhume et tu meurs. Ouais, ça devient lassant. Ouais, ça devient lourd. Bon, pour conclure cet épisode sur les blessures, 4 points à retenir sur les blessures. Donc déjà, on peut aimer faire prévaloir le RP et enlever toute notion de PV. Nous, c'est ce qu'on fait, de toute façon. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut essayer d'au moins prendre des notes, faire des rappels, quelque chose, mais il ne faut pas oublier les blessures, parce que les points de vie, c'est aussi ça, c'est un rappel au fait que notre personnage n'est pas en grande forme. Donc aussi, du coup, par rapport au PV, il existe de nombreux systèmes de PV qui sont conçus pour coller à l'ambiance et à l'univers d'un jeu. Et on en a parlé dans l'épisode sur les règles, et tu l'as rappelé, PL, mais voilà, s'il y a quelque chose qui semble trop déconnant, les règles, c'est pas non plus une loi immuable. Ça peut être fait pour certaines raisons, mais apparemment, ça correspond pas à ce qu'on veut faire. Faut aussi pas négliger, donc, comme on le disait, les autres types de blessures, parce qu'il n'y a pas que la bagarre et les blessures de guerre. Ça peut être psychologique, comme une maladie, comme du poison. Voilà, c'est des choses qui existent. Et justement, ça peut, sans en faire des caisses et caler ça tout le temps, ça peut apporter de la diversité aussi. Et enfin, on peut guérir de tout, mais pas avec n'importe quoi. Elle est bonne. Elle est excellente. Les potions de soins, c'est sympa, on en a parlé, mais bon, ça manque un poil de réalisme, et parfois ça sauve un peu trop souvent la situation. Donc c'est bien de rendre ça un peu unique, ou alors de faire un truc où plus t'en utilises, moins ton corps va être habitué à se soigner tout seul, et à ce moment-là, la moindre coupure peut dégénérer parce qu'on est devenu un peu accro à la popo. Accro à la popo. Bon, vous avez vu l'heure ? Je crois que c'est l'heure des petits tips. Les tips. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque, et vous venez de tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas ? Oui. Mais oui. Bon alors, notre random tip du jour. Pour éviter toutes séquelles irrémédiables, faites du vélo. C'est beaucoup moins fréquent de croiser des joueurs de bignou. Bon, moi j'arrive avec mon pro tip. Donc, coller des blessures à ses joueurs, c'est rigolo. Mais n'oubliez pas qu'une blessure, tu l'as dit Mathias, mais c'est quelque chose d'important. Il faut que ce soit marquant. Et pas qu'on ait des blessures qui tombent rapidement dans un vide intersidéral. Et enfin, l'angry tip.
Si vous avez encore du mal à piger qu'on retourne pas se battre 5 minutes après s'être fait péter la gueule, je suggère à vos MJ de vous faire passer de la case blessure de guerre à la case cimetière. Ça devrait vous remettre les idées en place. Ouais, c'est assez expéditif. Toujours simple et efficace. Là, c'est la bonne formule. Ah, j'ai Bravo, l'impression Mathias. qu'ils sont de plus en plus énervés, ces Oui, mais engagés. c'est l'idée, on apprend en tombant. Et moi, je vais vous faire tomber. Oh là, j'ai Décroche peur. pas. Eh ben, c'est nickel, on est bon. C'est bon. Nickel. Tout d'abord, on remercie Carmulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao!